Retrouvez dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée lundi 30 mai 2022 avec l'écrivaine Jeanne Benhammer, qui présente ici son dernier roman, La patience des traces, paru aux éditions Actes Sud. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux et je pense que Jeanne aussi partage ce plaisir avec moi que vous soyez venus nombreuses et nombreux ce soir pour écouter Jeanne Benhammer qui va nous parler ce soir de deux textes, deux très beaux livres. Alors, un roman, La patience des traces, chez Actes Sud, et un très très beau recueil de poésie, Le Pas d'Isis, un recueil forte de poésie narrative un petit peu, je l'ai perçu comme tel, si je puis dire. Alors nous étions ici même, nous étions à la médiathèque Cabanis pour votre précédent roman, Jeanne Benhammer, c'était Ceux qui partent. Il y avait déjà ce thème du départ, parce qu'on verra que le départ est quand même un peu au cœur de la patience des traces, puisque on va. Alors moi j'aimerais qu'on rentre très progressivement dans le roman, parce que je trouve qu'il faut prendre le temps, je pense, il faut prendre le temps. On suit l'itinéraire d'un psychanalyste, Simon Lumin. Alors il s'appelle Lumin, déjà c'est un nom quand même. Je ne sais pas si l'importance des noms, peut-être, ça pourrait être l'objet d'une première question. Est-ce que les noms dans vos romans, Jeanne, sont essentiels? Est-ce que... Oui, ils sont importants. Bonsoir et je vous remercie d'être venu malgré le beau temps et les terrasses accueillantes de Toulouse. Et écoutez, quand le nom de l'humain m'est venu, je me suis dit ah non, c'est pas possible, je vais pas l'appeler Simon l'humain, quoi, c'est trop. Et puis c'est ça qui était venu. Donc moi je me suis rendue à ce qui était venu et qui s'imposait, et je me suis dit tant pis, si les gens trouvent que c'est trop, tant pis, moi ça m'est égal, c'est comme ça que c'est venu, je le garde. Et donc je l'ai gardé parce que je le voyais vraiment écrit sur la plaque. Ça, c'est les petits tours de l'imaginaire, voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être partir sur une première question? On suit donc, la psychanalyse est quand même assez au centre du roman, bien évidemment, puisqu'on va suivre ce personnage de Simon Lumin. Le livre s'ouvre par un événement, une espèce de micro-événement qui, dans la vie, je trouve, parfois on n'y fait pas assez attention, et c'est peut-être à partir de ce micro-événement qui est, on peut le dire, c'est vraiment le tout début du roman, on peut en parler, puisqu'il prend son bol, le bol du matin, le bol du matin dans lequel il boit son café lentement, en regardant autour de lui, en prenant le temps. Un bol qui lui a été offert, si je me souviens bien, par Mathieu, je crois, un ami très cher. Qui a été offert à sa mère. Offert à sa mère. Voilà. Donc, il y a tout, le bol porte une mémoire. Il y a une histoire. Et à partir de ce micro-événement, cette brisure, parce que le bol va se briser en deux, c'est peut-être le point de départ, je ne vais pas en dire plus, mais d'une sorte de plonger dans sa propre vie, de remise en cause pour cet homme qui a passé sa vie à écouter les autres, puisque quand on est psychanalyste, finalement, on passe son temps à écouter, on parle, enfin, on écoute plutôt. En fait, il y a déjà quelque chose qui a commencé avant. C'est quelqu'un qui est déjà en train de sentir que la vie, il faut que sa vie bouge, donc il commence à ne plus prendre de nouveaux patients. Donc ça, il a déjà entamé ce chemin. Mais le fait que le bol lui échappe des mains, je pense que c'est ça qui l'embarque complètement. C'est qu'il n'y a aucune raison, quoi. Il n'y a aucune raison pour que ce bol se casse. C'est ses mains qui l'ont laissé échapper. Ça veut dire quelque chose. Donc le bol lui échappe des mains et à partir de là, il les regarde d'ailleurs, ses mains aussi, et il se dit que tout va aller maintenant très vite. Il y a des petits moments comme ça dans nos vies, on le sait, où me revient quelque chose, un jour où par exemple, je n'ai pas pris, je vous livre quelque chose, le bon tournant pour rentrer chez moi. J'étais en voiture, et à l'époque j'habitais un peu dans la campagne, et je n'ai pas pris. J'ai continué la route. Et évidemment, je suis revenue en arrière pour rentrer chez moi,
Mais intérieurement, j'ai su que, voilà, j'avais continué la route. Ce chez-moi-là, allez, je ne l'ai pas quitté du jour au lendemain, mais quelque chose était en route. Et parfois, ce sont des petites choses comme ça, de rien du tout, qui nous alertent ou pas, parce que parfois on n'a pas envie, on se sent pas la capacité d'aller y voir, quoi. Et parfois, on les saisit. Et c'est plutôt beau quand on les saisit. Enfin, moi, je trouve. Voilà. Alors, je l'écris. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de disponibilité aussi, de rapport au temps, de prendre le temps, parce que parfois on est quand même, sans tomber dans une image d'Épinal, mais on est quand même très pris par une vie un peu sans temps mort, sans pause, et on prend pas le temps non plus de... Non, mais je crois que vous avez employé le terme qui fait peur à tout le monde, c'est le temps mort. Voilà, et qu'en même temps, il faut l'accepter. Et pourtant, ce fameux temps mort, enfin moi je le connais dans l'écriture, hein, le temps mort, si on peut pas l'accepter dans l'écriture, on va pas aller très loin, quoi, dans le travail de l'écriture. Il y a des temps morts. Il faut savoir traverser, c'est pas facile, mais c'est comme ça. Et dans nos vies, on fait, vous le savez, je vais pas reprendre des choses qui ont beaucoup été dites, mais tout est fait pour nous occuper l'esprit tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je trouve ça infernal, quoi. Et si moi, dans mes textes, j'arrive à ouvrir le temps autrement, j'en suis contente, parce que je m'efforce de vivre autrement, de l'ouvrir, mon propre temps, pour pouvoir écrire et d'échapper un peu à cette suroccupation permanente de mes pauvres petits neurones. Donc, je pense que c'est pareil pour les autres, pour tout le monde en ce moment. Mais il me semble, moi, qu'il y a un mouvement en ce moment, sans doute lié au fait qu'il y a eu les confinements, etc. Ça chemine lentement. Les gens, on ne change pas du jour au lendemain, mais il y a quand même des choses qui cheminent où on se rend compte qu'il faut se réapproprier notre temps et voilà, c'est dit un peu bêtement, mais ça fait rien, et notre vie, quoi. On n'en a qu'une. Elle est précieuse. Et c'est un peu ce qu'il va essayer de faire, se réapproprier sa vie, Oui. en quelque sorte, ce ciment humain. Alors pourquoi la psychanalyse Pourquoi avoir fait de votre personnage? Est-ce qu'il y a eu je sais pas, un déclencheur, je ne sais pas, quelque chose qui vous a fait aller plutôt vers l'idée de créer un personnage qui est psychanalyste et qui donc, comme je le disais, a passé sa vie finalement et qui, on va parler des agendas, Et après, qui a autres. consigné, Ouais. il prenait des notes au fur et à mesure de ses séances. Il en a pris, au début, il en a pris un peu moins ensuite, mais il a tout gardé. Et qu'incarne aussi peut-être une autre question, ces agendas, en fait. Voilà. Donc deux questions. Oui. Alors, deux questions. La psychanalyse, parce que la psychanalyse, dans ma vie, elle est très importante, parce que moi-même, je me suis allongée sur le divan donc, de Claudie Cachard, que je remercie, qui nous a quittés, mais que je remercie, voilà, comme ça, parce que je trouve que j'ai fait avec elle un travail qui m'a permis, moi, une grande liberté par rapport à l'acte de publier. J'étais quelqu'un qui écrivait, mais qui gardait. J'ai d'ailleurs encore chez moi des choses que je n'ai jamais montrées. Je ne montrais pas, je ne partageais pas de façon publique l'écriture. Et voilà, et c'est vrai que le travail analytique m'a permis d'aller voir pourquoi, enfin d'aller sentir un petit peu ce qui me retenait. Et ça a ouvert des choses, donc c'est pour moi très important, et je trouve que c'est tellement une magnifique relation humaine, ces deux êtres qui sont là dans la même pièce et qui sont dévoués à ce moment-là à faire en sorte que la vie devienne vraiment vivante. Voilà, ça, moi, je trouve ça magnifique, et ça reste, j'ai une grande estime pour les gens qui font ce travail, et il y en a beaucoup qui le font en donnant vraiment le meilleur d'eux-mêmes, et je trouve que c'est, voilà. Donc, j'avais bien envie de parler de la psychanalyse qu'on attaque tellement. Bien évidemment, la psychanalyse, ça va pas dans l'air du temps, hein, de prendre son temps comme ça.
Mais Patient. oui, c'est le cas de le dire. Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis les carnets, ça vient d'une amie psychanalyste dans la ville où je vis, qui est maintenant assez âgée et qui arrête progressivement aussi, mais qui a beaucoup de mal à arrêter, et qui un jour m'a parlé à un dîner, on était toutes les deux, de ces piles de carnets, d'agendas, de rendez-vous. Elle m'a dit, il faudrait que je range mes archives, je n'y arrive pas. Et elle me parle de ces piles que je n'ai jamais vues, hein. Elle ne me les a pas montrées, mais elle en a parlé, et ça a suffi pour déclencher quelque chose chez moi. Je les ai vues, quoi, intérieurement, dans ma petite tête. J'ai vu ces piles d'agenda qui... Alors j'ai imaginé que ça pouvait tomber, et voilà. Et puis après, voilà, j'ai travaillé avec ça. Ouais. Ça fait 2 fois que vous dites je les ai vus, donc vous avez besoin, si je comprends bien, Ouais. de voir, Je suis de vous voyant. représenter. Non, mais au sens. Peut-être. Non, mais de visualiser pour incarner les choses, peut-être pour. Je ensuite vois passer, souvent, oui. Écoutez, l'imaginaire, c'est quand même cette capacité formidable que nous avons de créer notre propre vision, qu'on peut opposer au spectacle dont on nous afflige beaucoup, les affiches, les trucs, tout ce qui vient heurter notre regard, et voilà, et qui fait un petit peu effraction chez nous, quoi. Et au contraire, l'imaginaire, c'est une vision intérieure. Donc oui, quand je travaille, quand j'écris, non seulement je vois, mais je sens, je ressens. Le corps est appelé très fort, et il peut y avoir effectivement de l'imaginaire en vision, un peu comme un tableau. Ouais. Donc il va y avoir cette envie de partir, mais tout de suite je voudrais qu'on écarte un peu une interprétation un peu fausse. Quand on part, parfois on dit on va chercher quelque chose. Ah ouais. Et ça, je trouve que c'est tout à fait... Bon, c'est Non. pas du tout le sens de ce départ, Non. mais le départ est quand même important, il est quand même au cœur du roman, je trouve, Jeanne Benhammer, Oui. puisqu'à la fois Simon, donc l'humain, va se dire... en réfléchissant, il faut qu'il... Alors, comme il n'a pas trop l'habitude d'organiser ses voyages, il va demander, je crois, à un très bon ami. Oui, c'est pas un voyageur. C'est pas du tout un voyageur, voilà. Non. Mais en même temps, et puis il y a eu un autre personnage que j'ai trouvé très touchant et très intéressant dans le roman, qui est Lucie F., qui est une patiente Oui. qu'il a eu un moment en analyse plusieurs fois, et qui, un beau jour, là, n'est pas revenue, enfin est partie comme ça, et qui incarne aussi, je trouve, cette idée du départ. Oui, elle part tout le temps. Et cette idée, la difficulté pour elle de se poser, d'avoir une place en un lieu de... Voilà. Oui. Oui, Simon n'est pas un voyageur, c'est quelqu'un qui vit dans sa ville, qu'il a choisie, avec des habitudes et une vie finalement extrêmement protégée, quelque part, qu'il a construite, une vie pleine, mais voilà. Et ce départ, c'est vraiment changer quelque chose, c'est-à-dire faire venir, convoquer peut-être un peu le changement dans la vie. Ce n'est pas aller chercher quelque chose, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il sait déjà ce qu'il veut. Alors il y a plus grand intérêt à partir. C'est plus une aventure. Il se met en aventure. Enfin, moi, c'est ce que j'ai voulu écrire. C'est quelqu'un qui ose se mettre en aventure, alors que sa vie est bien réglée et qui pourrait continuer comme ça, tranquillement, aller nager sur son île, revenir, boire son petit whisky après la partie d'échecs. Le whisky bien tourbé. Oui, le bien tourbé. Et voilà. Et voilà. Et là, oui, il fait en sorte... Il change l'infrastructure, et quand on change l'infrastructure, eh bien, le reste change aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment on active quelque part, il active la transformation qu'il appelle quelque part, de façon peut-être inconsciente au début, mais qu'il appelle quand même. Et je parlais de Lucie F., parce que je trouve que ce personnage est très touchant, et elle incarne aussi cette justement incapacité peut-être à se poser, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a quand même besoin, quand elle a trouvé un lieu, une maison, un appartement, je crois me souvenir d'acheter quand même, et après de revendre, mais pour posséder quand même un certain temps. Non pas louer, mais et après et finalement
difficulté à habiter le monde, mais en même temps, elle se met toujours en mouvement. Et c'est vrai que c'est aussi un livre sur ça, sur le mouvement, Oui. la capacité, vous venez de le dire, de se mettre en mouvement. Oui, cette Lucie F. qui lui revient, qui le hante un peu, parce que justement, c'est une femme des départs tout le temps. Et puis surtout parce qu'elle a arrêté le travail avec lui sans lui dire, sans en parler. Quoi. Quand on va vers la fin d'un travail, ça se parle quand même avec le psychanalyste. Et là, juste, elle n'est jamais revenue. Et donc, il ne cesse de se demander si une fameuse phrase qu'il a prononcée pendant la séance, est-ce que c'est ça qui a provoqué son départ? Donc, il est taraudé un peu par ce souvenir. Et il n'a pas de réponse. Et moi, ce que je voulais dans le texte, c'est que nous, on en sache plus que lui. C'est-à-dire que nous, on sait que elle a vraiment tiré parti. Il y a eu des fruits pour elle de ce travail, mais lui ne le sait pas parce que ce sont des métiers comme ça. Je pense au métier d'enseignant aussi, où on ne sait jamais, quand on est enseignant, j'ai été enseignante, on ne sait jamais si on a réussi à éveiller quelque chose, parce qu'on ne le voit pas tout de suite. Nous, on n'a pas des métiers où matériellement on voit quelque chose. Donc c'est impalpable. Et bien sûr, lui va se poser des questions sur cette femme qui est, oui, qui est touchante et qui vit quelque chose d'étonnant aussi. Voilà. Elle s'appelait Lucie F. et elle ne savait pas habiter. Voilà. C'était ce qui la menait jusque dans son cabinet. Simon s'est levé. De toute façon, il n'arrivera pas à dormir. Il cherche ses vieux dossiers. À l'époque, il prenait encore des notes, consciencieusement. Qu'a-t-il bien pu écrire sur elle? C'est un tel fouillis qu'il a du mal à trouver. Enfin, il l'a. Voilà, il lit en silence cette écriture que sa main a tracée il y a tant d'années. Et ça reprend vie dans sa mémoire. Ne pas savoir habiter. Elle disait, j'ai beau essayer, habiter, je n'y arrive pas. Elle occupait des maisons, des appartements qu'elle achetait. Elle y vivait un peu, puis elle mettait en vente, refaisait ses cartons et repartait. Acheter, vendre. Elle avait une carrière à faire dans l'immobilier. Une location aurait été plus simple, mais non. Il fallait qu'elle possède le lieu, même pour peu de temps. La location ne faisait pas le même effet. Y manquait-il l'illusion de l'installation? Elle aurait pu y perdre une fortune, mais ses transactions étaient comme éclairées par un sixième sens. Elle ne se trompait jamais sur la qualité du bien, ne revendait jamais à perte, époustouflant. Simon a un drôle de sourire. Ah, elle m'a fait chercher, j'en ai inventorié des pistes. De l'immobilier, vas-y pour Lacan, à la promesse, puisqu'on parle de promesses de vente. Pourquoi tenait-elle tant à signer ces promesses de vente? À qui, à quoi faisait-elle ainsi promesse? Tout cela n'avait rien donné. Qu'est-ce qui provoquait ces départs? Ce mouvement qui la poussait littéralement dehors alors qu'elle disait se sentir bien où elle était 2 mois avant. Ça la reprenait plus fort qu'elle. Elle disait elle-même qu'elle était passée maîtresse dans l'art de trouver des justifications extrêmement convaincantes, mais qu'elle savait bien, tout au fond d'elle, que c'était autre chose. Et elle venait pour ça, l'autre chose, impérieuse. Voilà. Ouais. Et alors, oui, alors, il y avait une autre question par rapport, on converse, mais par rapport au Japon. Alors, c'est un Japon qu'on connaît finalement mal. Et c'est parce que dans le livre, justement, on va découvrir un Japon, on va dire plutôt du sud, enfin un peu C'est vraiment les Antilles du Japon, hein. Les îles Yaeyama sont tout à fait au sud de l'archipel d'Okinawa. Donc il y a de la forêt primaire dans ces îles, il y a une mer très chaude, il y a une chaleur tropicale. Et ce n'est pas du tout l'image qu'on a du Japon habituellement. Et moi, en fait, je suis partie vers le Japon à cause d'un livre qu'on m'a offert. Une amie d'enfance qui sait que j'aime beaucoup les tissus. Je suis vraiment passionnée par les tissus, qui m'a offert un merveilleux livre pour un anniversaire sur les tissus anciens japonais. Et donc, j'ai passé vraiment des mois. Tous les matins, je
Je commençais la journée en lisant quelque chose sur ces tissus, en regardant très longuement les images, et je commençais ma journée comme ça. Et ça m'a habité beaucoup. Et du coup, j'ai eu envie d'embarquer Simon au Japon. Après, moi, je voulais y aller, mais il y avait le Covid. C'est ce que j'allais vous demander. Oui. Eh ben non, je n'y suis jamais allée. Je n'y ai jamais mis les pieds. J'en rêve, c'est rouvert, il paraît. Et par contre, je me suis beaucoup documentée. Et c'est comme ça que j'ai découvert plein de choses. Et les îles Yaeyama, je les ai découvertes à cause d'un reportage, d'un documentaire magnifique sur Arte, sur une femme qui tisse encore de façon traditionnelle et qui teint les tissus de façon traditionnelle avec des végétaux. Et ça m'a fait beaucoup rêver, ça a beaucoup inspiré les personnages du roman. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à y aller dans ma tête. On a le sentiment que vous y êtes allé pour de vrai. Il paraît, il y a des gens qui sont allés, qui disent, enfin, moi, donc tant mieux. Ouais. Et du coup, si vous avez envie maintenant peut-être de faire le voyage. Oui, j'ai envie. Et en même temps, je sais pas. Oui, je voudrais aller rencontrer cette femme parce qu'elle vit encore, cette femme qui tisse et qui fait ses teintures végétales. Et j'ai pu, là aussi, c'est les hasards extraordinaires, les hasards fertiles de la vie, rencontrer la réalisatrice qui, du coup, m'en a dit beaucoup plus que ce qu'il y avait dans le documentaire et qui m'a promis que si j'y allais, elle me mettrait en contact. Donc, voilà. Écoutez, voilà, peut-être un voyage. Ouais. Est-ce que c'est pas finalement peut-être pour Simon cette idée du départ de retrouver un regard neuf sur le monde? Moi, j'ai un peu comme ça que je le comprends, que je le perçois, que je le ressens en vous lisant, Jeanne Benhammer. Est-ce que vous me diriez si c'est ça qu'il... C'est cette affaire du regard neuf. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que souvent notre regard, il est un peu usé, quoi. On les voit plus, les choses. C'est Roland Barthes qui avait écrit à un moment, et j'adore cette phrase. Il parle d'une femme avec qui, je crois, il prend le café ou je ne sais quoi. Et à sa façon de prendre la tasse, il écrit « C'est la première fois que je vois que vous avez un corps ». Cette phrase, elle est extraordinaire. Et parfois, on perd comme ça les gens qui sont autour de nous. Les choses, même les choses les plus belles, parce qu'on les voit et qu'on les revoit et que vous connaissez bien tout ça, quoi. Et donc, retrouver le regard neuf sur soi, sur sa vie, sur les autres, c'est quelque chose de l'enfance. C'est retrouver cette capacité qu'on a quand on est enfant de voir vraiment les choses, pas de juste survoler. Et moi, j'ai ce désir-là souvent, et quand j'écris, l'écriture est aussi un moyen pour voir vraiment les choses. Et donc, voilà, c'est pour Simon aussi. Et oui, est-ce que justement, c'est pas aussi être accueilli parce qu'il va, il arrive dans une maison d'hôtes, on va dire. Oui. Il va rencontrer ce couple, Madame Ito, Monsieur Daisuke. Oui. Daisuke voilà. Et Akiko. Oui, Akiko, oui. Qui finalement ne lui posent pas de questions, enfin sont tout de suite dans la... Alors elle parle français, je crois, un petit peu. Bien même. Même bien, ouais. Oui. Mais Daisuke, lui, parle que japonais, pas du tout. Et justement, ils sont là, ils ne posent pas de questions, ils l'accueillent à bras ouverts, une grande générosité, une grande ouverture, mais sans interroger sur le passé. Donc peut-être que ça lui donne la possibilité comme ça de s'ouvrir encore plus, peut-être en tout cas d'être là, présent et de prendre le temps et d'être finalement, de pouvoir aussi reprendre un peu sa vie, réfléchir à ce qu'il a vécu auparavant, mais en se laissant... Et puis il y a le rapport à la nature important aussi, je voulais signaler, parce qu'il y a ce rapport aussi à l'élément liquide, puisqu'il est passionné par l'océan, puisqu'il vivait au bord de l'océan avant. C'était tous ces éléments naturels qui sont présents et qui peut-être lui permettent aussi d'être dans une disposition d'esprit... j'allais dire presque idéal. Et de corps. Et de corps. C'est le corps là qui prend sa place vraiment.
pour revenir au début de votre question, Jean-Antoine, c'est Akiko et Daisuke. Ce sont des gens qui accueillent chez eux, mais ils ont une façon bien particulière d'accueillir, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Si on veut dîner avec eux, c'est possible, mais on peut aussi avoir un plateau dans sa chambre. Pour moi, ce sont des hôtes parfaits. Voilà. Moi, je veux me faire adopter par Akiko et Daisuke, j'aimerais bien. Et voilà, ce sont des gens qui finalement l'apprivoisent petit à petit. Et comme lui va s'apprivoiser aussi lui-même, mais va apprivoiser l'environnement. Ce sont des approches comme ça, très lentes et très respectueuses finalement de qui est en face de nous. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien cette lenteur de l'approche et cette proximité qui se fait petit à petit. Alors, il y a parfois dans nos vies des gens avec qui on se sent en intense proximité tout de suite. C'est rarissime. Ce sont des cadeaux de la vie et moi, je les accueille comme tels, mais en règle générale, moi, je sais que je suis quelqu'un qui va plus lentement dans l'approche et j'aime bien qu'on respecte chez moi ces temps-là. Donc, c'est le temps de l'écriture aussi hein, et des silences. Et là, dans le texte, il a cette chance d'être accueilli à la fois très bordé par ces gens pour tout ce qui est matériel et il sent que ça va au-delà du matériel, mais en même temps, on ne le bouscule jamais. Et on lui fait des propositions au fur et à mesure qu'il sente qu'il s'apprivoise. La proposition des bains dans les sources chaudes ne vient que très, très tardivement. Au début, il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu les suivre. Ils se sentent vraiment prêts, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est une affaire avec le corps quand même. Hein. Vous parliez de l'environnement, mais oui, son corps va devoir s'adapter à cette chaleur à laquelle il n'est pas habitué. La mer dans laquelle il nage, ce n'est pas l'océan. C'est une mer autrement habitée aussi. C'est autre chose. Et donc, tout ce regard neuf vient aussi des perceptions neuves du corps. Et ça, pour moi, c'est très important. Et ce qui est assez fascinant dans le roman, et finalement on se dit, même si on ne parle pas la même langue, on peut se comprendre, parce que justement, il y a très progressivement, très lentement, hein, va s'instaurer entre Daisuke et le vieux monsieur qui travaille sur la céramique, on ne va pas en dire plus, parce qu'il faut laisser le public, mais cette complicité qui va se créer entre eux, cette compréhension. Lui parle japonais, bien sûr, Simon ne parle pas japonais, mais ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que du coup, je me suis demandé si l'écriture, c'est pas ça aussi, essayer de retrouver finalement un état de la langue un peu, comment dire, originel, enfin, d'avant la langue. L'état d'avant la langue, ça, oui. Parce qu'il y a des pages aussi sur la... Oui, moi je sais. Vous, en tout cas. Ah oui, moi je sais bien que j'ai compris que c'était ce que je cherchais tout le temps et paradoxalement avec les mots, donc avec la langue, et pour aller vers ce point d'avant l'alphabet. Ça reste pour moi, je ne sais pas, comme s'il y avait une vérité là qui était une vérité première, c'est comme ça que je le ressens, hein, que rien ne peut égaler, que aucune phrase, aucun texte ne pourra jamais égaler, mais c'est vers ça que je vais tout le temps. Et parce que dans ce temps d'avant l'alphabet que nous avons tous connu, nous avons tous traversé cette période-là, nous percevions le monde par notre corps, nous appréhendions le monde par nos sens, et voilà. Et j'ai l'impression, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, qu'il y a là, pour moi, quelque chose d'une vérité première, archaïque, qui fait lien avec le monde, avec les autres, avec tout ce qui nous environne. Et voilà, j'essaie de retrouver ça. C'est hasardeux.
Non, Mais c'est c'est vraiment le quelque chemin. chose que vous cheminez vraiment Oui, avec ça de livre en livre. oui. Et c'est le chemin de Simon de faire ça. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, la différence des langues n'a pas d'importance parce que ce qu'il écoute finalement, c'est la voix de Daisuke. Euh, J'imagine que c'est une voix très calme qui est, moi je l'imagine en harmonie avec les gestes qu'il est en train de faire. Et il y a un rythme dans cette voix, il y a une sonorité, il y a des vibrations. Une voix, c'est du corps, ce sont des vibrations. Et donc, c'est avec ça qu'il entre finalement en relation. Et du coup, il parle lui aussi. Et bien sûr, Daisuke ne comprend pas le sens, mais il entend la voix de Simon et comprend très bien dans quel état d'émotion est Simon. Il n'y a pas forcément besoin de mots qu'on comprend avec le sens. Ça peut être autre chose. Je fais un travail avec un musicien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Benjamin Duboc, avec qui je fais des improvisations. Lui, il est contrebassiste et c'est un acousticien. Et quand on travaille ensemble, par exemple sur le pas d'Isis, on le fait en ce moment, parfois, on a ce travail de il ne sait pas ce que moi je vais lire dans le recueil, et moi je ne sais absolument pas quels sons il va donner. Et juste, on s'entend quand on est ensemble, c'est la vibration. Et il m'a dit un jour, mais de toute façon, ça m'est égal les mots que tu dis, c'est ta voix que j'écoute et c'est avec ça que je travaille. Et moi, je me rends compte aussi que c'est pareil. Donc on peut avoir ces moments-là de vibration comme ça, sonore. Et c'est bien aussi, c'est autre chose. Ce sont encore d'autres espaces qu'on peut ouvrir en tant qu'être humain. Je trouve qu'on a de la chance. Ben oui, on est quand même, c'est très riche, tout ce qu'on peut ouvrir entre nous, si on veut bien. On peut peut-être évoquer donc Daisuke, ce monsieur-là, qui donc pratique alors l'art du kintsugi. C'est ça. Je parle pas japonais, mais je pense que vous non plus. On va dire que voilà, l'art du kintsugi. Peut-être vous pourriez nous en dire un peu plus. Oui, c'est quelque chose qui arrive aux trois quarts du livre, enfin à moitié, hein, pas tout de suite, mais qui est important. C'est cet art de la réparation qui, au lieu de masquer ce qui est cassé, ce que nous, on a tendance à faire quand on veut réparer un bol cassé, on fait en sorte que ça ne se voit pas, que ça soit comme avant. Voilà. Dans l'art du kintsugi, on sait que ça ne sera jamais comme avant, parce que ça a été cassé. Donc ça a vécu quelque chose d'autre. Et donc on va travailler au contraire sur l'endroit où ça s'est passé, sur cet espace-là, et ça va prendre beaucoup de temps, de polissage, etc. Donc ça veut dire aussi beaucoup d'attention de la part de celui qui le fait, d'attention à la brisure, à comment ça a été brisé. Et tout le travail commence, je pense, dans cette attention qu'on a pour la chose. Et puis ça se termine par la laque d'or qu'on passe très exactement à l'endroit de la brisure. Donc au lieu de la cacher, au contraire, on la révèle. Et moi, ce que je trouve très beau, c'est que ça capte la lumière, cette poudre d'or, cette laque. Donc ça éclaire l'objet différemment. Et quand j'ai découvert ça, c'est en cherchant de la documentation sur le Japon, j'ai découvert cette chose-là. Je me suis dit, mais c'est magnifique, ça me plaît. Donc du coup, hop, je l'ai intégré dans le roman. Et je dois dire que je n'ai pas pensé consciemment au bol cassé. Et pourtant, l'ouverture du livre. Ça paraît évident. Mais non, moi j'étais dans l'écriture de mon affaire, là. Et c'est après, bien sûr, que j'ai vu. Après, évidemment, ça m'est apparu. Mais sur le moment, ça venait comme une évidence que ça venait dans ce texte. Mais moi, consciemment, et ça, c'est peut-être important qu'on le dise, parfois, il y a des choses
quand on nous fait un entretien, on trouve des fils entre ci, ça et ça. Mais nous, au moment où on écrit, on ne les voit pas, toutes ces choses-là. Mais elles sont au travail à l'intérieur de nous. C'est le travail de l'inconscient quand même qui est là. Je m'y fie beaucoup. J'ai grande confiance dans le travail de l'inconscient et dans sa cohérence. Donc j'essaie de le suivre. Voilà. Et souvent, je vois les choses après. Dernièrement, j'ai entendu le texte de L'Enfant qui. Il y a eu une lecture à Londres. J'y étais. Et tout d'un coup, qu'est-ce que j'entends ? Le bol bleu du matin. Eh bien, il est déjà là. Oui, il est dans L'Enfant qui. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il était déjà là. Je dis un moment à l'enfant, tu es devant ton bol, ton petit bol bleu du matin. Je me dis, il est déjà là. Donc, voilà. Et ça, c'est parce que quand quelqu'un le lit, on entend différemment. Et donc, je vous fais part de ma découverte. Dans L'Enfant qui, il y a déjà le petit bol bleu de Simon. Mais voilà, ça m'a échappé, comme le bol lui échappe des mains. L'Enfant qui est publié en 2017, donc ça fait... Oui, ouais. Simon vient s'asseoir devant Daisuke. Ici, il n'y a ni chaise ni coussin. Il s'assoit par terre face au vieil homme. Il a besoin d'avoir un visage face au sien. Il a besoin de plonger son regard dans celui d'un autre être humain. Il a besoin qu'on l'aide. Daisuke sourit. Et ce sourire est si bon, si dénué de toute attente, que la main de Simon se tend. Simple. Il pose sa main sur celle du vieil homme. Il sent la peau, ferme, chaude. Daisuke ne bouge pas. Il continue à sourire à Simon. Il aurait fallu pouvoir faire ce geste il y a si longtemps. Il aurait posé sa main sur celle de Mathieu et rien de mauvais ne serait arrivé. Il n'aurait toujours pas compris pourquoi Louise et Mathieu avaient fait l'amour, mais il aurait admis, simplement, admis que le cœur de l'homme est bien plus subtil que tous les mots et les étiquettes. Daisuke s'est levé. Il va chercher sur une étagère une des céramiques. Il montre à Simon le trait d'or qui éclate au centre et l'or qui rayonne. Les pensées de Simon n'ont plus de centre. Elles partent comme des lignes qui ne sauraient où aboutir, égarées, égarées. Toutes ces années à être le centre pour d'autres êtres humains qui venaient jusqu'à son cabinet. Il n'est pas Jésus, il n'est rien. Lui aussi cherche et ne trouve pas. S'il était sûr au moins de ce qu'ils ont trouvé chez lui, ces hommes et ces femmes, mais il n'est plus sûr de rien. Il peut espérer qu'ils sont repartis le cœur plus confiant, l'esprit plus libre. A-t-il pu leur être d'une aide suffisante ? Son silence a-t-il été suffisamment fécond pour qu'il s'y appuie un temps ? Le temps qu'il faut dans une vie pour reprendre haleine, reprendre souffle, trouver sa vraie parole ? A-t-il été suffisamment bon à ce qu'il faisait ? Qui peut lui répondre ? Il y a des métiers où l'on voit ce qu'on fait. On construit un mur, un toit, on voit si ça tient ou pas. Daisuke répare ce qui est brisé. Le résultat est là. Le bol, la coupe, la tasse peuvent à nouveau être utilisés. Ils ont retrouvé leur utilité d'objet. Ils servent. Mais comment s'assurer qu'un être humain a retrouvé le chemin qui permet une vie plus vivante ? Et lui, peut-il reprendre une route ? C'est toute la question qui touche Simon, enfin qui le travaille et qui doit... Ouais. Et oui, merci de cette lecture. Est-ce qu'on a été assez bon à ce qu'on fait ? Oui, la question qui se pose aussi, ça revient. Oui, moi c'est vraiment une question. Dernièrement, là, j'ai eu l'occasion, j'ai invité un autre auteur qui s'appelle Arthur Lockman, qui est un jeune homme qui a écrit un texte qui s'appelle « La vie solide ». C'est quelqu'un qui a quitté des études de philo et de droit pour devenir charpentier. Alors vous pensez bien que ça m'intéressait. Donc au festival Époque à Caen, j'avais la possibilité d'inviter. J'ai dit, moi j'invite ce garçon. Et nous avons discuté parce qu'il dit très bien dans ce texte que je vous recommande. Vous êtes dans une belle librairie, il y aura forcément le livre « La vie solide ».
il dit pourquoi il a quitté ses études à un moment où il sentait qu'il se perdait et que le fait de travailler le bois, de travailler la charpente, alors il parle beaucoup il y a des choses très techniques, mais il y a aussi tout le compagnonnage et l'art de la charpente, et cette sensation d'être utile et de voir le travail et de sentir dans le corps aussi le travail, et de voir quand ça ne va pas, de voir quand ça va, etc., l'a considérablement aidé. Et il m'a dit à la fin de l'entretien, maintenant je retourne aux études de philo. Je peux les reprendre parce que ça va. Et moi, je trouve ça formidable qu'il ait fait tout ce trajet. Et là, c'est voilà, quand j'entends le questionnement de Simon, c'est vrai que moi, j'écrivais ça parce que aussi bien quand j'étais enseignante que quand j'écris un texte, on ne sait pas si ça vaut, si on a été bon à ce qu'on fait. On le sait un peu par les critiques, après, par les rencontres avec les lecteurs qui ont ça d'important, qu'on se dit que oui, quelque chose a eu lieu pour d'autres aussi, et ça permet de venir apporter de la force pour les jours de doute, parce qu'il y en a des jours de doute quand on écrit. Et quand j'étais enseignante, des jours de doute, j'en avais beaucoup. Et voilà. Donc il y a tout ce questionnement, oui, que j'ai donné à Simon. Et il y avait l'éloge du carburateur. Je ne sais pas si vous aviez lu ce texte d'un Américain, oui, qui a quitté la fac, il était prof de fac, pour réparer des moteurs. Parce que là, il avait la sensation de retrouver une sorte d'utilité pratique dans la société par rapport aux autres. Et ces deux textes, l'éloge du carburateur et la vie solide, sont très, très en lien. C'est intéressant, je trouve, j'aime bien. Je pensais, vous avez évoqué les tissus japonais, ces tissus qui sont présents dans le roman, puisque Akiko les collectionne, enfin elle essaie de reconstituer à un moment donné un kimono dans son entier. Ce sont des fragments. Il y a aussi cette recherche de tissus dans la forêt aussi, avec des plantes. Oui, pour faire la teinture. Là où la nature est vraiment très présente aussi, elle est très en lien. Mais pour faire un lien, alors peut-être un peu forcé, mais je me disais avec le pas d'Isis, excusez-moi, Jeanne Benhammer, mais je trouvais que cette tentative d'Akiko de reconstituer comme ça, avec des tissus, quelque chose d'une totalité, on va dire, ça pouvait peut-être rejoindre Isis qui finalement essaie de recoudre les fragments du monde pour revenir à votre recueil de poésie, le pas d'Isis, en précisant que vous avez commencé, avant d'écrire des romans, d'écrire de la poésie en fait. Vous avez commencé, votre premier livre était... donc c'est important pour vous depuis le début, j'ai envie de dire. J'ai commencé par le texte poétique, oui, et c'est le premier texte publié, c'était Naissance de l'oubli chez Guy Chambellan en 1987. Ça ne nous rajeunit pas. Et voilà. Et oui, le texte poétique est important. Et j'ai écrit le pas d'Isis parce que j'ai écrit La patience des traces. C'est le cheminement de Simon que mon imaginaire, mon inconscient, tout ce qu'on veut, tout le travail de l'écriture m'a amené à écrire, que j'ai pu poursuivre ce cheminement par le mien, c'est-à-dire que dans le pas d'Isis, je parle de moi, ce que je fais rarement. Je dis je et je parle de mon propre parcours depuis que je suis très enfant, très petite, et que nous avons vécu ce que nous avons vécu avec mes parents pendant la guerre. Et voilà, et comment depuis, effectivement, il y a ce travail de recoudre les fragments du monde et de refaire un lieu intérieur avec ce qui a été éparpillé, en fait. Et voilà. Je crois 6e ou 7e recueil de poésie. Enfin, oui, ce sont... Chez Bruno Doucet. C'est toujours chez Bruno Doucet, depuis que j'ai rencontré... C'est les affaires de rencontre, la publication. Bruno Doucet, en fait, je connaissais sa compagne, Muriel Zac, et donc, voilà. Et Bruno, à l'époque, s'occupait de la poésie chez Segers. Et puis Segers avait fermé son secteur poésie, et donc il a créé sa propre maison.
On a beaucoup discuté parce que j'avais beaucoup de textes que je ne donnais pas. Et lui, il l'avait senti, ça, parce que c'est un vrai bon éditeur. Et à la suite d'une grande conversation qu'on a eue, j'ai dit, je te les donne. Et je les lui donne. Voilà. Et j'en suis très contente. C'est une maison d'édition que je trouve vraiment belle. C'est un vrai travail d'édition de textes poétiques. Et c'est vraiment, je trouve, remarquez, vous venez de l'expliquer, vous venez de dire que vous l'avez écrit juste après. Oui, une dans sorte la de continuité. suite. C'est pour ça qu'on les a publiés Oui. ensemble. Il y en a un qui est sorti le 5 janvier, l'autre le 6. Et une chose importante pour moi, les deux équipes éditoriales ont travaillé ensemble pour la sortie des textes, ce qui ne se fait pas généralement. Mais voilà, ce sont deux maisons généreuses qui peuvent faire ça. Et pour moi, c'est très important parce que moi, je ne suis pas coupée en deux avec le roman d'un côté, la poésie de l'autre. Donc, que les équipes travaillent ensemble, c'est important. Et ça, je tenais à le signaler parce que c'est rare. C'est vraiment un texte, moi je trouve, qui fonctionne, qui est vraiment en résonance, en miroir avec la patience des traces, avec la mer qui revient comme la mer liberté, les lectures, l'écriture, les exils, les départs, c'est vraiment présent, je trouve. Et tout mon petit monde. Voilà, mon petit monde. Pour vous, la poésie, c'est le même plaisir d'écrire, j'imagine, ou est-ce que c'est c'est une façon peut-être pour vous de faire peut-être des pauses, je ne sais pas, de se mettre. Là, pour le coup, vous vous mettez plus en avant puisque vous dites je et vous oui, parlez de vous. alors. Donc, c'est vrai que c'est. Le mot plaisir, moi. Enfin, bon, c'est le mot qui m'est venu. Oui, mais je l'entends. Je l'entends. Non, j'ai du plaisir après, mais pendant, c'est bien plus fort. C'est de la joie. C'est une joie. Quand vraiment j'arrive à saisir le mot juste, le rythme, le silence, le blanc, il y a une espèce de très profonde joie, une allégresse, quoi, quelque chose qui me porte vraiment dans ma propre vie, qui est quelque chose que rien d'autre ne me donne. Et c'est vrai que ce qui mène mon travail, c'est le texte poétique. C'est cette densité du verbe que je cherche et le silence qu'il y a autour. Et dans les romans, ce qu'on appelle des romans, je ne me prive pas pour aussi écrire avec ce que j'aime, enfin, cette densité-là. Donc, pour moi, ça va ensemble. C'est pas séparé. C'est juste que quand il y a le poème, c'est encore plus épuré. Il y a encore moins besoin d'expliquer et on fait encore plus confiance au lecteur qui va ressentir, qui va éprouver peut-être et qui va traverser et être traversé par la lecture. La poésie se travaille aussi sur les blancs, vous l'avez dit, aussi sur ces silences, sur la manière dont sont disposer aussi les mots, les phrases. C'est important aussi. Ça laisse aussi une respiration, une pause. Oui, c'est ce qui, pour moi, rapproche beaucoup la psychanalyse et la poésie. Pour moi, la psychanalyse, c'est un acte poétique, d'une certaine façon, avec les silences, avec plein de choses. C'est vrai que c'est aussi pour Simon, ce voyage aussi au Japon, l'occasion d'emporter des livres avec lui, des livres qui comptent pour lui, qu'il aura le temps du coup de lire tout son... Voilà, c'est une façon aussi de se ressourcer, peut-être se recentrer sur lui-même à travers toujours les livres qui finalement vous accompagnent toute la vie, comme pour vous, j'imagine évidemment, Jeanne Benhammer. Mais... Ce sont 2 petits livres, et ce sont des livres qu'on lui a offerts. Et oui, bien sûr, les livres sont là. Et c'est ce fameux temps où on peut laisser se déployer une lecture. Et vous savez bien à quel point, et moi aussi je le dis parfois, on dit j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps de lire. Alors que ça n'existe pas le temps en dehors de nous. C'est pas un objet qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas. On le sait bien. C'est juste qu'on n'a pas fait la place dans notre temps de vie
pour ça. Et moi, j'essaie de faire la place vraiment pour ça, dans ma petite vie. C'est organisé un peu comme ça. Voilà. Vous y arrivez ? Oui. Oui, parce que ça veut dire des renoncements aussi, hein, y arriver. Ça veut dire que quand je suis à la lecture, je ne suis pas autre chose. Je ne suis pas avec les gens, je ne suis pas... voilà, je suis dans quelque chose qui va chercher chez moi de quoi accueillir le texte que je suis en train de lire. Mais je trouve qu'après, on peut retourner au monde tellement de belles façons que ça vaut la peine, ce retrait. Moi, je vis beaucoup entre le retrait et la rencontre. Voilà, c'est pour ça, tout à l'heure, on parlait des rencontres. C'est vrai que là, j'en ai fait beaucoup, mais j'ai dit non aussi à beaucoup de rencontres, parce qu'on ne peut pas en faire trop. Moi, j'ai besoin de retrouver mon retrait. Je disais à des amis tout à l'heure, j'ai dormi cet après-midi. J'ai fait une sieste que je n'attendais pas, qui était longue, mais c'est très bien parce que du coup, voilà, ce soir, je me sens bien fraîche et disponible pour vous rencontrer. C'est important pour moi. J'étais à Marseille sur le festival Aux les Beaux Jours, on a fait plein de belles choses, mais il me faut un sas, alors tant pis. Je n'ai pas marché dans Toulouse cet après-midi. Je m'étais dit, je vais aller marcher dans les ruelles et tout. Ben non. C'était un temps dont j'avais besoin. Il fallait fermer les écoutilles. Et oui, je fais en sorte d'écouter ces choses-là, oui. Lui, en effet, qui a passé sa vie à écouter les autres, va pouvoir peut-être... Alors oui, il y a quelque chose aussi d'intéressant dans le roman, c'est... Si je vous ai bien lu, Jeanne Benhammer, c'est que c'est quelqu'un qui a quand même assez souvent voulu garder le contrôle un peu sur sa vie. Ben oui, il y a quelque chose qui va, voilà, de l'ordre du... Et puis, il va aussi voilà, se rendre compte qu'en effet, il y a eu des événements dans sa vie, il aurait peut-être mieux fait de se laisser un peu porter. Et que, voilà, et là aussi, c'est aussi une découverte intérieure intéressante sur sa propre existence, quoi. Oui. Voilà. Oui, c'est quelqu'un qui a, on va parler technique, qui a un bon surmoi, là, un surmoi d'enfer. Et oui, il a mené une vie organisée, il a vraiment tout organisé, un peu trop, quoi. Et c'est vrai que là, il arrive à un moment de sa vie où il sent bien que non, faut ouvrir. Faut ouvrir s'il veut ressentir une vérité profonde qu'il masque depuis très longtemps. En effet, peut-être le Japon, enfin, c'est en tout cas ce Japon-là qui va peut-être lui permettre, et la rencontre, en effet, des personnes qu'il va... Voilà, parce que la rencontre est centrale aussi dans le roman. Enfin, oui, le retrait et la rencontre, oui, les deux, oui. On peut peut-être passer la parole au public, si Jeanne Benhammer, si oui, cher public. Voilà. Avez-vous des questions, des remarques ou des réflexions pour Jeanne Benhammer? Est-ce que vous pouvez nous parler du choix du titre, La patience des traces? Ah oui. Eh bien, je peux vous dire que mon titre de chantier, ça n'était pas ça. Le titre de travail, c'était « Retrouver » à l'infinitif. On part toujours avec une vague idée de la route qu'on va prendre. Et moi, la route que je prenais, c'était un psychanalyste qui arrête et qui va être hanté par 3 cas. Je ne sais pas pourquoi 3, mais je m'étais mis ça en tête. Par 3 cas qui vont le tarauder à tel point qu'il veut savoir ce que les gens sont devenus, ce qui n'est totalement pas ce que fait un analyste. Et donc, je suis partie avec cette idée de retrouver. Et je me disais, inévitablement, si ces 3 cas l'intéressent autant, c'est parce que ça résonne en lui. Donc, bien sûr, il va retrouver aussi peut-être des choses, je ne savais pas quoi. Et puis, l'écriture, c'est une aventure. On commence et on est embarqué dans autre chose. Donc, en fait, il y avait un deuxième cas, parce que, en fille un peu trop surmoïque, je m'étais dit, déjà 3, je passe à 2, mais pas un seul. Et donc, il y avait un autre cas.
Et je l'ai enlevé. Quand j'ai retravaillé, je l'ai enlevé. Donc, il n'est plus resté que Lucie F, parce que finalement, il n'y avait qu'elle dans ce trajet de Simon. Et le titre « Retrouver », je ne le trouvais plus juste à la fin de mon travail. Et donc, on a beaucoup cherché avec mon éditrice, qui me faisait des propositions que je recevais, qui étaient à l'appel, et qui ne m'allaient jamais, mais c'était fait pour faire tourner les méninges. Et à un moment, je crois que c'est elle qui, je ne sais plus dans quel autre titre elle avait trouvé, il y avait le mot trace ou tracé, je ne sais plus. Et il y a quelque chose de moi qui s'est emparé de ça. Et là, tout de suite, c'est venu. C'était la patience. Et pour moi, ça a été une évidence, la patience des traces. Et ce qu'il y a de formidable, c'est quand c'est une évidence pour vous, ça l'est pour les autres. Immédiatement, pour toute la maison d'édition, ça a été un soulagement. Oui, ça y est, on l'a, le titre. Voilà, c'était la patience des traces. Après, je n'ai pas été d'accord avec la couverture qu'on m'avait proposée. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Mais la première, je n'étais pas d'accord. Donc, j'ai dit non, moi, je ne peux pas, c'est pas possible. Donc, on a fait une autre proposition. Et voilà, ça avance comme ça. C'est un travail avec la maison d'édition. Mais donc, la patience des traces, il m'a fallu être patiente pour la trouver. Et j'aime bien toute la polysémie, évidemment, du terme la patience. C'est tellement ça pour moi. Simon, la psychanalyse, l'écriture, nos vies, quoi. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Oui. Bonsoir, merci pour ce livre magnifique. D'autres personnages, je pense à ces raies, les raies Manta, il me semble qu'il y a aussi ce personnage, cet animal très présent. Et puis une petite fille, si je me souviens bien, qui est aussi dans l'enfance, qui dessine. Voilà, donc je voulais aussi, parce que ce sont des personnages qu'on pourrait penser secondaires, mais qui, je pense, sont au contraire très, très présents et très importants pour Simon. Oui, en fait, il n'y a jamais un personnage secondaire. Vous avez raison. L'arrêt mental est très importante parce qu'elle est impressionnante. C'est voilà, c'est un être qui vit dans l'eau et que Simon va croiser. Il va être très impressionné. Et finalement, à un moment, là aussi, il va lâcher sa peur pour se dire que, ben oui, voilà, ils sont dans l'eau, elle est là et lui aussi. Et c'est bien comme ça. La nature, c'est comme ça. On est plusieurs et on est des espèces différentes. Donc pour moi, elle est très importante. Et puis il y a cette histoire du saut de l'arrêt Manta qui n'est expliqué par personne. Donc il fait cette espèce de saut périlleux arrière. Bon, j'ai regardé des photos, c'est tellement étonnant, quoi. Et je trouve ça magnifique. Et vous avez parlé de la petite fille. Est-ce que c'est la petite fille qui est dans la taverne? Oui, c'est ça. Oui. C'est moi, je ne sais pas d'où elle vient. Je ne saurais pas vous dire, mais elle était là. Elle est là dans la taverne. C'est sans doute, on peut extrapoler après, si on veut expliciter, il y a toujours l'enfance que Simon cherche. Il était enfant avec Louise et Mathieu. Il y avait une petite fille, c'était Louise. Et cette petite fille qui vient marquer avec juste son doigt, elle fait une trace sur ce qu'il écrit. Et oui, et il l'accepte. C'est une trace de vie de cette petite fille. Et je pense que c'est fugacement comme ça. C'est toujours... moi, je suis toujours frappée par ces rencontres qui sont extrêmement éphémères avec des gens qu'on croise. En ce moment, je voyage beaucoup pour les livres. Donc, je suis beaucoup dans les gares, dans les aéroports. Je croise des gens, je vois des gens, je vois des enfants. Les enfants attirent toujours mon attention. Et voilà, il y a des petites rencontres comme ça qui sont minuscules. Il y avait, quand je suis partie de La Rochelle, j'ai pris l'avion, c'est pas très écologique, mais
ça m'évitait de faire La Rochelle-Paris, Paris-Marseille. J'ai fait La Rochelle-Marseille. Et j'étais dans l'avion des supporters de l'équipe de rugby de La Rochelle, qui, je tiens quand même à vous le dire, a gagné la Coupe d'Europe à Marseille. Bon, voilà. Donc, je me retrouve dans cet avion et dans ce petit aéroport de La Rochelle, c'était tellement étonnant, tous ces gens avec des fanions. Et j'étais sidérée des familles. Donc, une famille qui était près de moi, avec 2 petits garçons et un petit bébé. Et donc, toute la famille allait à Marseille supporter l'équipe. Et là, il y avait un petit garçon qui était dans l'aéroport et qui vient comme ça, tout doucement, demander « Tu vas où ?» Et moi, je lui dis « Je vais à Marseille. » Nous aussi. Et puis, il y avait le monsieur qui était à côté de moi, il lui pose la même question. Et alors, il dit « À Marseille ». Puis alors, le monsieur qui était taquin lui dit « Tu devrais aller demander aux autres gens, tu vas voir. Tu vas voir. » Et il y avait ce petit garçon qui a créé quelque chose de très charmant dans cet aéroport, où on lui disait tous « Mais on y va aussi. On va à Et alors, à chaque fois, il a été content. Il y avait un truc très content parce que lui aussi, il allait à Marseille. Cette petite chose-là, c'est rien du tout, mais ça a créé quelque chose. On était en train d'attendre, voilà. Et après, dans l'avion, il se trouve qu'ils étaient à côté de moi, et ça créait quelque chose de la vie, d'une bonhomie, d'une bienveillance qui était très chouette. Et moi, je suis attentive à toutes les petites choses comme ça que je croise. Ça me nourrit beaucoup. Bonjour, merci de ce texte, Jeanne. Et oui. En fait, moi, dans les 2 textes, j'ai beaucoup entendu les silences et j'aurais aimé en entendre parler. Alors, tu veux entendre parler des silences. Vois-tu un peu ce que tu demandes, hein? Ça fait partie de ma vie aussi, ça. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui suis beaucoup au silence. Je vis seule parce que j'ai besoin de silence. Je n'ai pas envie qu'on me parle quand je travaille. C'est un peu rude de le dire comme ça, mais pourtant, il y a des gens que j'aime, etc. Mais c'est à certains moments, mais il y a des moments, je ne peux pas. C'est aussi simple que ça, je ne peux pas. Ça, j'y arrive pas. J'ai besoin d'être concentrée que sur ce que je fais. Alors après, je me dis, quand parfois je me dis, oui, mais tu vois un peu la vie que tu as. Et je me dis, bah oui, mais c'est ce qui me permet d'écrire ce que j'écris. Donc voilà, ça permet après des rencontres, plein de choses. Donc ces silences, ils font vraiment partie de moi, de ma vie. Et j'en ai besoin pour tout. En même temps, pour se trouver, comme le fait Simon, dans sa Oui. quête de lui-même, on a besoin de silence pour mieux se retrouver. Oui, et les blancs, pour répondre à ta question, hein, du silence et du blanc, c'est pour qu'un mot ait vraiment sa force, moi je trouve que c'est très important qu'il ne soit pas noyé, quoi, dans un flot. Donc, j'aime les écritures lyriques, pléthoriques. Parfois, j'aime beaucoup me plonger dans des textes où il y a plein de mots, plein de phrases, et hop, ça m'embarque. Mais c'est pas ce que moi j'écris. Moi, j'écris de façon épurée. J'essaie toujours d'aller là où ça vibre. J'ai besoin de sentir que ça vibre, et pour ça, il faut que j'enlève tout ce qu'il y a autour. C'est comme un tableau, s'il y en a trop, on les voit pas. Donc ça a besoin de rien, quoi, autour. Moi, j'ai besoin beaucoup du rien. Et quand je travaille et quand je suis en écriture, j'écris aussi avec le rien. Est-ce que ça répond à ta question, madame? Oui. Oui, alors il y a une scène, moi, qui m'a un peu interpellée, que j'ai trouvée très très forte dans votre livre. C'est la scène avec Mathieu, lorsqu'il feint de se noyer. Et en fait, il n'était pas noyé. Donc Simon se rend compte qu'il est vivant. Et là, il entame une sorte de danse autour du feu. Et moi, je trouve que cette scène est très forte parce que j'ai l'impression que Simon a comme une révélation. Et je ne suis pas
arrivé à capter exactement c'était quoi. Il y avait un mélange de désir, de rage. Enfin, j'ai trouvé ce moment très très fort. Mais qu'est-ce que derrière ça a vraiment fait à Simon en fait? Qu'est-ce que ça lui a révélé? C'est le roman qui le dira. Oui, c'est pour ça que Jean-Antoine n'avait volontairement pas abordé cette scène. C'est Eros, cette scène, c'est Eros. C'est très Et spirituel. Eros, c'est difficile parce que ça a toujours partie liée avec Thanatos, la mort, inévitablement. Et puis Eros, c'est sauvage, c'est archaïque, ça fait appel au fond de vous à des choses que vous ne connaissez pas parce que vous êtes un être bien civilisé, on vous a bien éduqué, on vous a appris que si c'était ça et ça c'était ci. Et donc, tout d'un coup, il y a des choses qui peuvent vous bouleverser. Et c'est le bouleversement de Simon. C'est un bouleversement dont il ne s'est jamais remis. Voilà. On a divulgaché. Non, je ris parce que... Mais il faut le lire. Non, je ris parce que, en fait, je pense que c'est... Moi, je relis des romans. Je les lis plusieurs fois, les textes que j'aime. Donc, les histoires, je les connais par cœur, je m'en fiche. C'est pas l'histoire, c'est ce qu'on éprouve en lisant, c'est ce que la langue vous apporte. Donc, j'espère que la langue, voilà, fait son travail. Moi, c'est justement le silence de la langue. Ça a résonné du côté justement de ce blanc qu'il y a entre les mots. Et juste quand vous parlez, à un moment donné, vous avez parlé d'une écoute poétique de l'analyste. Oui. Cette écoute poétique aussi, elle est du côté de Simon, mais entendre sa langue intérieure, oui. Ce silence de sa langue intérieure. Oui. Et est-ce que ce n'est pas à partir de ce silence-là que quelque chose peut résonner et peut s'éprouver à condition qu'on l'accueille? Oui, moi, c'est ce que je pense dans nos vies, hein. Si on arrive à écouter profondément ce que ce silence nous dit avec ses vibrations et parfois ces bouleversements intérieurs qui sont là, tapis dans ce silence, si on arrête d'en avoir peur, pour moi, on peut faire de belles découvertes, quoi. Et ça peut éclairer nos vies et donner à nos vies des couleurs qu'on n'attendait pas. Donc, c'est ce que j'espère pour Simon. Merci beaucoup à vous. Merci Jean-Antoine, merci beaucoup. Le roman de Jeanne Benhammer, La patience des traces, est édité chez Actes Sud. Jeanne Benhammer est également l'autrice chez ce même éditeur des romans Profanes en 2013, Otages intimes en 2015, L'enfant qui en 2017 et De ceux qui partent en 2019. Cette rencontre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 30 mai 2022, réalisée et mise en onde par Radio Radio.